Qu'est-ce que la paralysie cérébrale? La paralysie cérébrale résulte de la destruction irréversible des cellules du cerveau du fœtus ou du nourrisson. Ces lésions cérébrales sur le cerveau en développement provoquent un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture avec des troubles associés. Irréversibles, ces lésions n'évoluent pas mais ont des conséquences qui durent toute la vie. La paralysie cérébrale est un terme d'origine internationale qui regroupe deux anciennes appellations françaises qui sont l'infirmité motrice cérébrale et l'infirmité motrice d'origine cérébrale. Pour l'infirmité motrice cérébrale, il s'agit d'enfants ayant des troubles moteurs prédominants avec un QI supérieur à 70. Quant à elle, l'infirmité motrice d'origine cérébrale est un terme utilisé pour dénommer une déficience motrice et cognitive avec un QI inférieur à 70. La paralysie cérébrale est la cause de déficience motrice la plus fréquente chez l'enfant. Cette pathologie touche 2,5 personnes sur 1000, 17 millions de personnes dans le monde, 125 000 personnes en France et 1,3 hommes pour une femme. Cela représente en France 4 naissances par jour. Quelles sont les causes? Plus de 50% des enfants atteints de paralysie cérébrale naissent à terme. Cependant, le risque d'avoir des lésions cérébrales est beaucoup plus important chez les enfants prématurés, et encore plus chez les très grands prématurés. Environ la moitié des enfants nés avant 6 mois de grossesse souffrent d'une déficience motrice, cognitive ou sensorielle. Les causes de la paralysie cérébrale sont multiples et souvent accidentelles, cela peut arriver à n'importe quel nouveau-né. Dans seulement 60% des cas, on arrive à identifier l'origine, il en existe 3. La première est la cause anténatale, qui peut être due par un accident vasculaire cérébral, une malformation cérébrale ou bien une infection du fœtus. La deuxième est la cause néonatale ou périnatale, c'est lorsque le cordon ombilical est enroulé autour du cou ou du ventre du bébé, ou bien en cas de prématurité, d'accident vasculaire cérébral néonatal, d'infection, de traumatisme, d'une souffrance néonatale lors d'un accouchement difficile, de convulsions sévères. La troisième est la cause postnatale, qui peut être due par une infection, un traumatisme, des convulsions sévères, une nécessité de réanimation lors d'une mort subite du nourrisson. Les causes postnatales représentent 10% des causes connues. Quelles conséquences? Certaines personnes présentent de légers troubles de la marche, alors que d'autres dépendent d'une tierce personne pour toutes les activités de la vie quotidienne. En effet, chaque cas est unique puisque la nature et l'importance des troubles dépendent des zones du cerveau affectées, de l'étendue de la lésion et du moment auquel elle survient. Les conséquences motrices de la paralysie cérébrale peuvent être plus ou moins lourdes allant d'une légère difficulté à marcher ou à utiliser ses bras, à une atteinte grave de la motricité entraînant l'usage de fauteuils roulants. Les troubles moteurs de la paralysie cérébrale sont souvent accompagnés de troubles associés tels que des troubles sensoriels, cognitifs, de la communication, du comportement, du développement intellectuel, épileptique. Les personnes avec paralysie cérébrale dans leur majorité ont besoin d'évoluer dans un environnement adapté et d'être accompagnées pour participer à la vie sociale, apprendre, développer leurs compétences et leurs capacités intellectuelles. Quels sont les différents types de paralysie cérébrale? Il existe les formes cliniques en fonction de l'atteinte neurologique et en fonction de l'atteinte topographique. Selon l'atteinte neurologique, il existe les formes spastiques qui sont les formes les plus fréquentes représentant 70 à 80% des paralysies cérébrales. Elles se caractérisent par une augmentation des contractions musculaires perturbant les postures et les mouvements. L'atteinte peut être unilatérale ou bilatérale. Il existe les formes dyskinétiques ou athétosiques qui représentent 6% des paralysies cérébrales. Elles se caractérisent par des mouvements involontaires, incontrôlés, récurrents et parfois stéréotypés. Dans cette forme, la tonicité musculaire est fluctuante. Il existe les formes ataxiques qui représentent 6% des paralysies cérébrales. Elles sont souvent associées à une hypotonie et se caractérisent par un syndrome cérébelleux avec un défaut de coordination motrice volontaire. Cette forme atteint donc la force, le rythme et la précision du mouvement. Et enfin, il existe les formes mixtes qui représentent dans certains cas de paralysie cérébrale, une atteinte neurologique multiple qui associe spasticité, dyskinésie et ataxie. Pour les formes cliniques en fonction de l'atteinte topographique, nous avons les atteintes unilatérales telles que l'hémiplégie qui est une atteinte du membre supérieur et du membre inférieur du même côté, et la monoplégie qui est une atteinte soit d'un membre supérieur soit d'un membre inférieur. Ensuite,
Nous avons les atteintes bilatérales telles que la diplégie qui est une atteinte des 2 membres inférieurs, la quadriplégie qui est une atteinte des 4 membres et la triplégie qui est une atteinte des 2 membres supérieurs et d'un membre inférieur. Ce type d'atteinte concerne la forme spastique de la paralysie cérébrale, qui, comme cité précédemment, peut être unilatérale ou bilatérale. Que existe-t-il comme traitement ? La prise en charge de la paralysie cérébrale ne se limite pas à la lésion et à ses conséquences motrices. Le développement de l'enfant se joue également au niveau familial par la richesse et la qualité des interactions et au niveau de la société. Tous ces éléments sont déterminants et une approche multidimensionnelle de la personne s'appuyant sur la multidisciplinarité doit être privilégiée. Pour commencer, il existe l'hypothermie thérapeutique dont l'objectif est de tenter d'arrêter la progression de la lésion cérébrale dans un contexte d'asphyxie périnatale. La température du nourrisson est abaissée progressivement à 33 degrés, l'enfant est enveloppé dans des couvertures refroidissantes qui vont permettre à son sang de se refroidir et d'irriguer son cerveau pendant 72 heures. D'autre part, chez tous les nouveau-nés, le soin peau à peau avec les parents ainsi que l'allaitement maternel favorise le développement de l'enfant en l'apaisant. Par ailleurs, la kinésithérapie est la clé de voûte de la prise en charge. En effet, de nouvelles méthodes de rééducation sont en cours d'expérimentation dont la rééducation participative avec les jeux sérieux développés spécifiquement pour les enfants avec paralysie cérébrale sur des tablettes. Les enfants voient leurs séances de rééducation comme des jeux et deviennent acteurs de leurs soins. Mais alors, quel est le rôle de l'ergothérapeute ? Son rôle va être de venir évaluer les habiletés et capacités de l'enfant pour ensuite construire le diagnostic ergothérapique. Cela permettra de définir avec celui-ci des objectifs en accord avec ses intérêts et valeurs et faire en sorte que le jeune puisse les accomplir. Ce, en rééduquant et/ou en réadaptant son environnement. Il préconisera alors des aides techniques et/ou humaines pour favoriser l'autonomie et l'indépendance de l'enfant au sein de son établissement et de ses camarades de classe. C'est alors qu'une question intéressante se pose. Est-ce que la collaboration entre l'ergothérapeute et le professionnel de l'éducation peut être bénéfique pour l'éducation inclusive des enfants atteints de paralysie cérébrale spastique ? À vous de me répondre.